Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un livre qui s'appelle Alchimie pour une autre conception du monde. Un livre écrit par Philippe Deschamps. Bonjour. Qui a accepté cette invitation. Bonjour. L'alchimie, eh bien, elle se perd dans la nuit des temps au niveau de son origine. On la trouve en Égypte ancienne, mais aussi dans le monde arabo-musulman et encore en Chine, dès le 1er siècle de notre ère. Et c'est à partir du 11e siècle environ que l'Europe chrétienne, mise en contact avec le monde musulman, va la recevoir en héritage. Et elle va donc perdurer à travers les siècles pour arriver au XXe et même au XXIe siècle. On peut dire en gros qu'il existe deux alchimies, l'alchimie opérative et l'alchimie spirituelle. Et c'est donc cette alchimie spirituelle que vous avez tout particulièrement explorée dans le livre dont vous êtes l'auteur et dont vous allez nous parler aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre, Philippe Deschamps ? Alors parce que, en réfléchissant, je suis convaincu que l'époque moderne avait quand même besoin de notions sur l'alchimie, puisque l'alchimie, finalement, c'est l'idée qu'il existe une évolution pour la conscience humaine et que chaque être humain est un être en devenir et que ce devenir doit être commandé par un travail sur soi, une analyse de soi, une remise en question de soi pour finalement donner le meilleur de soi-même dans une société qui est effectivement de plus en plus complexe. Et je dirais même que c'est plus important encore aujourd'hui que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la planète, c'est plus important que chaque individu puisse travailler sur soi pour améliorer, mettre de l'huile dans les rouages des relations humaines. Nous y reviendrons un petit peu plus tard, mais dès maintenant, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots sur quoi repose l'alchimie spirituelle, celle dont vous avez essentiellement parlé dans votre livre. Alors l'alchimie spirituelle, elle part déjà d'un postulat important, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'elle considère que les transmutations de la matière découlent de lois qui peuvent être appliquées en matière de psychologie, qu'on pourrait qualifier de psychologie sacrée. On sait que le XXIe siècle a redécouvert le monde de l'inconscient, mais ce que l'on sait moins, c'est que ces notions-là d'inconscient, d'œuvre noire, de mariage alchimique étaient connues en fait depuis des siècles, même depuis près de 2000 ans. Alors justement, ceci amène déjà à voir les étapes de l'alchimie, parce que quand vous parlez de l'œuvre noire, il y a l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, etc. Et là, on est dans les étapes de l'alchimie spirituelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la première étape de l'alchimie spirituelle, celle qui consiste à démarrer? Comment commence le processus de l'alchimie spirituelle? Alors le processus de l'alchimie spirituelle, il commence par une démarche de curiosité. Il faut se dire que l'être humain, potentiellement, recèle en lui-même ce que les alchimistes appellent la pierre philosophale, c'est-à-dire un potentiel de développement qu'il ne soupçonne pas jusque-là. Mais pourtant, il est curieux. Et voilà, la démarche, c'est de se dire, puisque je ressens qu'il y a ce potentiel de développement, je vais m'intéresser justement à cette idée de travail sur soi, d'intériorisation, de réflexion sur soi. Donc ça, il y a une sorte d'intuition. Ça part d'une intuition. Certains diraient, c'est presque un appel à un moment donné, confronté d'ailleurs aux situations de l'existence qui correspondent à une œuvre noire. Parfois, vous avez des gens qui perdent leur emploi, qui ont des problèmes familiaux, qui ont des vraies difficultés à vivre. Et il faut donc un choc au départ, à votre avis, pour qu'il y ait cette curiosité qui s'éveille? Alors, c'est pas absolument nécessaire. L'expérience prouve malheureusement que beaucoup d'êtres humains s'éveillent à la suite d'un certain nombre de crises. Mais effectivement, il y a certaines âmes qui s'éveillent naturellement sans ce genre de crise, mais c'est plutôt rare, effectivement. Donc ça commence le plus souvent par un choc émotionnel,
un choc affectif, ça peut choc être affectif, une choc épreuve, émotionnel, de la un vie. deuil, quelque chose qui interroge sur le sens de l'existence et qui amène à se dire mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Donc n'importe qui peut entamer une démarche alchimique sans savoir qu'elle s'appelle, qu'il s'agit déjà du processus alchimique qui s'enclenche. En réalité, n'importe qui peut, c'est même pas peu, c'est que tout le monde vit un processus alchimique. Simplement, certains s'arrêtent en cours de route. C'est-à-dire que, passé la première étape de crise, je connaissais un ami qui me disait moi, j'ai perdu mon emploi, j'ai eu une remise en question intérieure énorme. C'était un cadre, un dirigeant d'une entreprise. J'ai eu une remise en question fondamentale de ma vie et des buts que je me donnais. Mais sitôt j'ai retrouvé un emploi, je suis remonté sur le vélo et j'ai vécu comme si de rien n'était. Donc lui, il s'était manifestement arrêté en cours de route. Mais il aura peut-être plus tard un autre événement qui déclenchera. On parle de la crise de la quarantaine d'ailleurs. Oui. Beaucoup de gens sont confrontés à ce que, à notre époque, on parle de la crise de la quarantaine, qui est justement à passer un certain âge, confronté à la suractivité, à la perte de sens. Beaucoup de gens se retrouvent face à leur miroir en se disant mais finalement, je vis pourquoi? Alors, une fois la curiosité éveillée, qu'est-ce qu'elle engendre comme autre étape dans le processus alchimique? Parce que c'est bien des étapes qui existent pour tout le monde. Ce sont les mêmes étapes qui vont se succéder. Alors, elles vont se succéder parfois dans des ordres différents. On le trouve par exemple, une étape qui est typiquement alchimique. C'est les gens qui sont confrontés à des mourants. Dans l'accompagnement des mourants, on voit bien que les accompagnants sont confrontés, lorsqu'une personne apprend qu'elle va mourir, elle passe par 5 étapes qui sont la dénégation, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. C'est donc une situation alchimique de dépouillement progressif de la personne. Bien, on sait que même dans l'accompagnement des mourants, on sait que certaines étapes vont se produire de façon prématurée et peut-être qu'on peut rechuter en arrière en fonction de la personne peut rechuter en arrière, revenir à une étape de dénégation. Ces 5 étapes, elles ont été d'ailleurs découvertes et révélées, si on peut dire, par Elisabeth Kübler-Ross. Exactement, la médecin suisse autrichienne. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, passons donc à l'étape suivante, logique, si on peut dire, qui suit celle de la curiosité éveillée. Quelle est l'étape suivante alors ? Alors là, on parle d'œuvre noire. D'ailleurs, on vient de parler de l'accompagnement des mourants, de la transition. L'œuvre noire, c'est une fois que la curiosité a été éveillée et que la personne accepte d'envisager les choses autrement, cela va supposer forcément une remise en question de ses anciennes valeurs. Une remise en question, une remise à plat de toutes les choses. Si cette remise à plat ne se produit pas de façon efficace, le travail est tout à refaire. Donc on parle à ce moment-là d'une période de mort à soi-même. C'est une période de... Est-ce que c'est du doute ou est-ce que c'est une remise en question carrément? C'est-à-dire, on pose tout sur la table et on dit, voilà ce que je suis et est-ce que j'en doute ou est-ce que je sais que je dois changer? Alors, dans la plupart des cas, c'est certainement une période de doute. C'est beaucoup plus soft que cela. D'ailleurs, c'est pas si conscient cela chez les êtres humains. L'alchimie spirituelle, c'est justement une analyse de ce qui se passe. Et donc, effectivement, il peut y avoir, pour certains, ça va être une remise en question brutale et un réexamen. Il y a des gens qui ont quitté le monde. Vous avez des gens qui partent du monde industriel et qui vont s'installer à la campagne à ce moment-là. Donc là, c'est quelque chose d'assez brutal. Mais chez la plupart des gens, effectivement, ça va passer par des doutes, des remises en question, des essais. On va prendre telle ou telle voie, telle nouvelle activité, par exemple, une activité humanitaire ou autre. Ce sera plus progressif. Mais cette remise en question est nécessaire. Si elle n'a pas lieu, est-ce que le processus s'arrête? Elle va de toute façon avoir lieu. Mais par contre, effectivement, confronter... l'être humain, c'est comme un aimant. Hein.
il est attiré par le monde. Si il se laisse attirer par la suractivité et qu'il reprend, qu'il oublie son écoute intérieure, ce qui se passe au-dedans de lui, eh ben, l'œuvre noire peut s'arrêter complètement, oui, repris par les activités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou autre chose. D'accord, donc là on en est à la deuxième étape. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il ? On dit traditionnellement qu'il y a une étape de purification, et la première étape de purification, c'est la purification par l'eau. Dans certains mystères religieux, on l'utilise, hein, c'est le baptême dans la religion chrétienne, mais en réalité c'est un symbole, la purification par l'eau. C'est le travail de la personne qui est en voie d'épanouissement, hein, et donc qui doit passer... L'eau, c'est quoi ? L'eau, c'est un liquide qui épouse son récipient. Toujours, le récipient peut être immense et l'eau s'étale. Donc la purification par l'eau, c'est l'étape où la personnalité commence à s'assouplir. Elle avait un certain nombre de certitudes et de valeurs, et là, ces valeurs ont été remises en question et elles commencent à s'assouplir. C'est une étape... Ça veut dire on n'est plus uniquement dans la remise en question, on est dans l'examen, l'attention portée à ce que l'on est. C'est différent comme regard. Le regard que nous portons sur nous-mêmes devient un peu différent. Sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Et sur les autres. Et sur les autres. L'assouplissement, c'est une capacité d'adaptation plus grande. C'est ça, le processus d'alchimie, c'est un processus d'accomplissement. Donc la personnalité part d'un état étriqué, où elle est définie par ses valeurs, par son milieu social, etc. Et elle doit rejoindre une sorte d'universalité. Pour atteindre cette universalité, elle doit donc passer, à un moment donné, par un assouplissement, un élargissement de sa personnalité, et ça va se jouer à l'intérieur d'elle, dans sa compréhension du monde, mais ça va se jouer aussi dans son comportement, dans sa manière de rentrer en relation avec les autres, dans sa tolérance, par exemple, dans sa capacité d'ouverture. On va modeler notre personnalité, la moduler, la transformer, l'affiner peut-être ? L'affiner, oui, la rendre plus tolérante, plus à l'écoute, à une écoute active des autres, et peut-être aussi une écoute active de soi-même. Oui. Et est-ce qu'on est conscient à cette étape-là, à ce niveau-là, de l'objectif, du but ? Ou est-ce qu'on fait le travail sans savoir vers quel but on marche ? Pas forcément. Il y a deux types de... Tout individu est confronté à ces étapes-là. Certains s'arrêtent en cours de route. Parfois, les étapes sont dans des ordres différents. D'autres régressent. Mais la plupart le suivent. Nous sommes sur Terre pour cela, finalement. Nous vivons sur Terre pour cela. Mais par contre, on peut dire qu'un certain nombre d'individus, ceux qui sont par exemple engagés dans des ordres initiatiques ou dans des voies spirituelles, eux vont le faire beaucoup plus consciemment. C'est-à-dire qu'ils savent que en chaque individu, en chaque être humain, il y a une part d'universalité. Et ils vont se donner les moyens d'expérimenter de plus en plus cette universalité, y compris en acceptant de se remettre en question dans les relations avec les autres. C'est bien ce qu'on vient d'aborder. C'est ce que vous appelez la calcination, le processus de la calcination. On était à la purification par l'eau. La calcination, déjà on aborde la calcination, là. Eh bien, bien sûr, parce que c'est là où on voit que ça n'est pas une science exacte. L'alchimie spirituelle, c'est beaucoup plus un art. Mais la purification par l'eau, effectivement, va amener la calcination derrière, parce que la calcination correspond à ce passage dans lequel on remet en question ses défauts. Et on va travailler également sur ses qualités. Donc la remise en question, la calcination des défauts, justement, quand on essaye d'améliorer ses relations avec les autres, on s'aperçoit, on se retrouve face à un miroir, et on s'aperçoit qu'en soi, il y a peut-être des vertus à travailler, la non-violence, la tolérance, etc., la compassion, et tous les défauts qui vont s'opposer à ce développement, par exemple l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi ? Souvent, on oppose les défauts aux qualités, mais je crois que dans mon ouvrage, je dis un défaut, c'est pas forcément le contraire d'une qualité, c'est une qualité poussée à l'extrême.
C'est-à-dire, l'ego, c'est la valorisation de soi qui peut être totalement légitime. Un artiste, Oui. il valorise son moi, mais s'il va trop loin, s'il dépasse certains domaines, là, c'est l'ego qui parle, c'est l'orgueil, et là, il y a besoin d'une certaine calcination. Oui. Alors, vous parlez ensuite de l'étape suivante, comme étant l'étape du désert. Du désert. Du oui. désert symbolique. Ce qui peut paraître un peu paradoxal dans la mesure où il y a eu tout un cheminement et puis tout un travail fait sur soi, comme vous venez de l'expliquer, et tout d'un coup, les épreuves apparaissent. La nuit obscure, presque. Alors, la nuit obscure, je l'associerais à l'étape de purification et de calcination, un petit peu le désert. Mais le désert, il a deux sens. C'est que sur une voie d'épanouissement, une personne rencontre sa propre authenticité. Et cette authenticité l'amène à une relation plus authentique vis-à-vis des autres, mais également à une expérience de solitude. Une expérience de solitude. Elle quitte justement le monde, les modes, etc., pour se recentrer sur elle-même. Donc ça, c'est le premier aspect du désert. Puis le deuxième aspect du désert, c'est justement à travers cette solitude, cette personne va intensifier ses propres valeurs. Elle va se cristalliser autour de ses propres valeurs. Elle va prendre de la force intérieure. Voilà. Solitude, excusez-moi, mais la solitude dont vous parlez ne risque-t-elle pas de l'isoler ? Alors justement, c'est pour cela qu'on parle de l'alchimie spirituelle en tant qu'art. L'épreuve du désert, elle doit être contrebalancée par l'épreuve, ce qu'on a vu, l'épreuve de l'eau, mais bon, pour parler simplement, à la fois l'individu dans son développement a besoin de se retrouver seul pour que sa vraie nature, sourde de dedans de lui, qu'il y ait sa véritable authenticité se révèle. Et ça, effectivement, ça ne peut être fait que dans la solitude. Mais s'il n'y avait que la solitude, on peut devenir acariâtre, repousser les autres. Donc cela, ça doit être compensé par une notion de service vis-à-vis des autres, d'ouverture vis-à-vis des autres. Et là, on commence à réaliser que l'alchimie spirituelle, c'est véritablement un art. Quels sont les écueils à éviter dans le travail alchimique dont vous nous parlez ? Quels sont les dangers que l'on peut rencontrer sur le chemin ? Alors, il y en a deux. Le premier danger, c'est de vouloir aller trop vite. En alchimie, on dit il faut entretenir le feu. Donc la transmutation spirituelle de l'individu, il y a un feu, effectivement, c'est le désir d'évoluer. Mais ce feu, à un moment donné, il peut être soit trop violent, et là on brûle les étapes, et on peut se brûler les ailes. Et ça, tout un chacun peut être confronté à cette étape-là. Et puis il y a l'autre version, qui est de dire que le feu peut être trop faible. C'est un peu l'équivalent de la voix du Bouddha qui disait, vous savez, on décrit la voix comme une corde tendue, la corde d'un arc. Voilà, quand on veut lancer une flèche, il faut que la corde de l'arc soit tendue. Si elle est trop tendue, elle va casser, mais si elle n'est pas tendue, la flèche ne partira jamais. Or, la voie de l'évolution, c'est un peu la flèche que l'on prend. Et ben, le feu, en matière d'alchimie spirituelle, c'est exactement la même chose. S'il y a trop de feu, la personne risque de se brûler les ailes. En matière d'épanouissement intérieur, il y a des étapes progressives à respecter. Il ne faut pas vouloir en faire de trop. Par exemple, si on parle de l'Église, souvent on exige de la part de prêtres des efforts surhumains qu'ils ne sont pas capables de réaliser. Ce qui explique ce que l'on entend dans les médias régulièrement. On leur en a demandé trop. Le feu est trop violent pour leur propre personnalité. Et inversement, à l'opposé, vous avez des gens qui ne font aucun effort, qui se contentent d'être dans le consumérisme. Alors une dernière question, Philippe Deschamps. Le sous-titre de votre livre, c'est « Pour une autre conception du monde ». Alors l'alchimie, quelle autre conception du monde
peut-elle apporter? Alors une double conception. La première conception, c'est de montrer, parce qu'il y a une partie un petit peu sur l'alchimie opérative également, de montrer que la matière est vivante. Ça rejoint les thèses de Platon sur l'iliozoïsme. C'était le nom qu'il donnait à la matière, et qu'au bout du compte, les lois de la vie s'appliquent dans tous les règnes, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Ça veut dire que, en réalité, sur cette planète, nous sommes entourés de sacré. C'est important cette notion à l'époque actuelle où on est en train de détruire finalement notre planète et notre biotope. Si l'on Donc l'alchimie est une science ou un art très moderne. Très moderne, c'était les premiers écologistes quelque part. Oui. Je me souviens de Eugène Cancelier qui disait même les conditions hertziennes doivent être surveillées. Il allait dans les montagnes produire certaines étapes de l'alchimie opérative puisqu'il prétendait que tous les faisceaux hertziens gênaient la transmutation. Ça n'engage que lui, mais c'est intéressant quand même. Donc du point de vue spirituel, comme je le disais tout à l'heure, elle est fondamentale. Plus nous allons être nombreux sur cette planète, plus le nombre peut être liberticide d'ailleurs. C'est-à-dire que les États interviennent de plus en plus pour régler les affaires entre les êtres humains. Et ce qui peut contrebalancer justement cette perte de liberté, c'est l'autorégulation des êtres humains. Par l'autorégulation, par eux-mêmes, le travail sur eux-mêmes, leur compréhension de l'autre. Je ne peux faire à l'autre, je ne vais faire à l'autre que ce que j'aimerais que l'on me fasse moi-même, à moi-même. Et effectivement, plus les individus se comporteront comme cela grâce à une sorte d'alchimie intérieure, et moins les États auront à intervenir et donc à devenir réellement liberticides. Merci Philippe Deschamps. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Alchimie pour une autre conception du monde » paru chez Diffusion Traditionnelle. Merci. Merci.